C'est le début de la bataille, ou presque. Les forces démoniaques du gouvernement et le peuple des géants d'Elbaf vont s'affronter pour déterminer le futur de leur grand et fier pays. Dans cette review du chapitre 1172, nous allons faire un résumé de cet arc d'Elbaf avec les événements les plus notables, de l'apparition de Shamrock et Gunko jusqu'à la transformation des géants avec le Domiri Versi Dimmu. Nous allons voir comment va se dérouler la guerre qui se prépare, mais aussi et surtout le rôle que Brook aura à travers son lien avec Gunko. Une grande théorie s'annonce et j'ai très hâte que vous la découvriez. Pour finir, Zoro a un plan et vous verrez que ce n'est peut-être pas ce que vous croyez. Alors yo les bros, c'est Godji et j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous désirez me soutenir, alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ainsi qu'à commenter et noter sur 10 ce tout nouveau chapitre. Écoutez, merci à tous et commençons dès maintenant. Je trouve que ça ne serait pas déconnant de faire un récap de ce qu'il s'est passé l'année dernière sur Elbaf, car ce long flashback aurait facilement pu nous faire oublier les événements de l'histoire actuelle. Alors tout a vraiment commencé à partir du moment où les chevaliers divins, Gunko et Shamrock, le frère jumeau de Shanks, ont débarqué dans le château délaissé du roi Harald en utilisant le cercle de téléportation posé par ce dernier il y a 14 ans. Les chevaliers divins ont été envoyés pour recruter Loki dans leur rang, ce que ce dernier refusa catégoriquement, malgré le statut de prisonnier d'Elbaf qu'il maintient depuis que Shanks l'a capturé et ramené ici il y a 6 ans. Ce refus mena les chevaliers divins à abandonner Loki à son sort après que Shamrock ait utilisé Cerbère, son arme, pour l'attaquer et le blesser grièvement, tout en poussant le frère de Shanks à revoir son plan. Il faut soumettre Elbaf en capturant leurs enfants. Et ils sont bien partis pour y parvenir avec l'aide de Somers et Killingham qui ont remplacé Shamrock, repartis sur Marie-Joise pour gérer une situation de crise. Les trois chevaliers divins, Gunko compris, utilisent leur pouvoir pour manipuler les géants et les enfants. Killingham plonge les enfants dans un profond sommeil et matérialise leur cauchemar, invoquant alors des monstres encore plus grands que des montagnes. Gunko les dirige grâce à son fruit des flèches, et Somers, lui, protège ses otages grâce à son pouvoir des ronces. Tous les protagonistes seront inefficaces face à eux, que ce soit les Mugiwara, excepté le fils Zoro et Sanji qui sont aux côtés de Loki, ou même Gaban, l'aile du légendaire roi des pirates Goldie Roger, ayant refait sa vie ici même. Bien qu'il ait le pouvoir de vaincre ou d'arrêter les chevaliers divins, la prise en otage de son fils Koron par Gunko l'empêchera de combattre davantage, signant sa défaite et sa chute tout en bas de l'arbre d'Elbaf, au royaume des morts, là où se trouve Loki et le monster trio des Mugiwara. Expliquer leur présence ici même est assez simple. Luffy, après avoir rencontré une première fois Loki qui lui a promis de lui révéler l'emplacement de Shanks s'il aidait à le libérer, s'est mis en quête de chercher du coup la clé de ses menottes. Une fois récupéré dans le château d'Harald et après avoir combattu brièvement Gaban qui servait de gardien, Luffy et Zoro retournent libérer Loki alors qu'au même moment, Aerudine et son équipage, suivis de Sanji, les implorent un peu trop tard de laisser Loki prisonnier. Il ne lui reste qu'une chaîne, mais la puissance de Loki est déjà délirante. Avec Ragnir, son marteau, il frappe le tronc de l'arbre d'Adam et fait tomber la foudre sur le royaume du soleil. Ses blessures sont trop graves pour être ignorées, Luffy prend alors la décision de tout faire pour sauver Loki. On revient donc finalement au moment où Gaban chutera dans le royaume des morts avec Chopper. Ce dernier donnera les soins nécessaires à nos deux blessés d'Elbaf et au même moment, un haki terrifiant se fera ressentir à travers tout le pays. Ils ne le savent pas encore, mais Imu vient de prendre possession du corps de Gunko grâce à ses pouvoirs démoniaques. Elle transforme les géants en démons et s'apprête à s'emparer d'Elbaf avec cette nouvelle armée en tuant leur doyen, Yarul. Après la révélation du flashback de Loki, tous sont donc partis à destination du royaume du soleil, sauf Luffy qui est resté aux côtés du prince maudit pour le voir combattre, et nous sommes enfin à jour sur Elbaf. L'objectif maintenant est bien sûr de repousser les envahisseurs, regrouper tous les géants et sauver l'école et la bibliothèque des flammes. Voilà, donc c'est l'histoire d'Elbaf résumée très grossièrement jusqu'à maintenant. J'ai pas mentionné l'existence du Harley, ni du lien qui semble exister entre Gunko et Brook, car pour ce dernier point, nous y reviendrons juste après. Bien sûr, il y a d'autres petits détails, mais dans les grandes lignes, on est ok. Elbaf est en guerre et je pense que vous l'aurez bien compris, mais ce sentiment est davantage marqué dans ce chapitre après la déclaration absolument épique de Yarul face aux démons du gouvernement. Pas d'intérêt à vous le répéter ici, ce que nous pouvons toutefois faire, c'est relever les points les plus intéressants de ce discours, comme par exemple la volonté des géants. Yarul met en garde le gouvernement sur le fait que leur volonté ne sera pas brisée, ce qui je pense était exactement le plan d'Imu au chapitre 1151. Lors de sa dernière prise de parole avant le flashback, elle voulait détruire le cœur d'Elbaf. Ce cœur serait la volonté des géants, leur volonté de vivre, leur volonté de combattre, leur volonté de s'unir face à l'adversité. Malheureusement pour Imu, Yarul réaffirme que cette volonté ne faiblira pas et donc que le plus grand espoir d'Imu
mue sera en vain. L'autre point très important, c'est lorsqu'il parle du Harlé, notamment du jour où le monde sera divisé en morceaux. Et quand je lisais ça jusqu'à preuve du contraire, je me suis dit que ça n'a jamais été dit dans le texte du Harlé du chapitre 1138. Enfin si, quand Zoro présente le Harlé à Robin, il dit bien que l'histoire est divisée en 3 mondes, mais à aucun moment que le monde devra être divisé. Pareil dans le mythe du 3e monde, le monde actuel de One Piece, il n'y a même pas une question de destruction ou de monde divisé, juste que le monde va vers sa fin, car oui, tous les mondes vont vers une fin, qui ne signifie pas une destruction absolue, mais juste en gros, un passage à une autre ère, voilà, en quelque sorte. Donc, d'où Yarul sort-il cette phrase ? Eh bien, je vais vous le dire, moi, on ne sait pas tout du Harlé. Oui, on en connaît une partie, celle révélée au chapitre 1138 avec la fresque et les 3 mondes, mais le livre de leur mythe doit être bien plus complet que ces 3 pauvres pages, ce qui signifie que d'ici la fin d'Elbaf, peut-être d'autres pages du Harlé sera dévoilées avec d'autres mythes et légendes. Il faut même croire que le reste du Harlé parlera davantage de Nika, car toujours dans l'histoire des 3 mondes, le nom de Nika n'est jamais prononcé. Pourtant, il est bien connu des géants et fait partie de leur culture, tout comme son apparence et ses pouvoirs. Alors peut-être que c'est sur Elbaf et à travers le Harlé qu'une partie de l'origine de Nika nous sera dévoilée dans un mythe écrit et finalement totalement protégé du gouvernement mondial qui n'ont jamais pu effacer la culture des géants. Alors tant que vous êtes là, faudrait que je vous parle d'un outil qui vous sera sans doute utile et que vous connaissez très bien. Vous savez, je dis souvent que finalement le plus grand GOAT de l'incident de God Valley n'est nul autre que Ginny, car c'est elle qui a pu dévoiler l'information de l'événement qui allait se dérouler. Mais en fait, Ginny n'a juste eu qu'à activer son NordVPN, parce que grâce à NordVPN, ta position et ton adresse IP est masquée lors de ta navigation sur internet, et les données que tu y laisses sont chiffrées pour en renforcer la confidentialité. Avec NordVPN, tu peux changer d'adresse IP pour contourner certaines restrictions et donc avoir accès à du contenu disponible qu'à l'international. Tu veux voir les 4 Fantastiques sur Disney+, bien qu'ils ne soient pas sortis encore en France, hop, tu changes l'emplacement de ton VPN, impeccable. Tu veux l'intégrale de Kaamelott sur YouTube, hop, l'IP suisse. C'est parfait. Et même certains abonnements sont moins chers à prendre dans d'autres pays, pensez-y. En plus, vous pouvez utiliser jusqu'à 10 appareils en simultané avec votre abonnement, que ce soit votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette ou même votre télévision. Pour finir et non des moindres, vous avez une protection anti-menace qui vous protège sur internet en bloquant les sites frauduleux, les publicités intrusives ou même les tentatives de phishing sans avoir besoin d'être connecté au VPN. Et maintenant, si tu veux protéger ta vie numérique et débloquer des contenus du monde entier comme si c'était le Punk Record de Vegapunk, tu peux profiter de l'offre exclusive. 4 mois supplémentaires offerts sur les abonnements NordVPN de 2 ans et bien sûr 30 jours satisfaits ou remboursés grâce à mon offre uniquement disponible via mon lien en description. Alors, avec tout ça, je vous souhaite juste une bonne navigation et bonne tranquillité sur les mers du web. Et sinon, si on parlait quand même du sujet principal de ce chapitre et de cet arc finalement, la guerre qui se prépare. Parce que si on est très premier degré et qu'une vraie bataille a eu lieu aujourd'hui même, alors faut essayer de réfléchir un peu à son déroulement, comment ça va se passer et tout. Donc déjà, il faut mettre au clair un truc. Ce n'est pas vraiment une guerre à proprement parler. Ça n'aura rien à voir avec Marineford ou Onigashima. En particulier Onigashima d'ailleurs parce que c'était une attaque ciblée et voulue contre un antagoniste principal, Kaido, et Big Mom aussi, mais bon. Donc un truc très habituel, le compte à rebours d'une explosion ou d'une catastrophe. Ouais, bon ça c'est déjà un peu le cas avec le feu, etc., mais ça va vraiment s'accentuer avec le temps. Faut un effet d'urgence absolu, avec la future apparition de Loki et Luffy par exemple pour sauver quelqu'un au tout dernier moment. Ce personnage pourrait être Yarul, qui est le plus ancien mais surtout le plus fragile des géants, et qui est aussi le plus propice à mourir, surtout après avoir accompli la chose la plus importante qu'il avait à faire, révéler la vérité sur Loki qu'il n'est pas le traître que l'on croit. Donc encore une fois, comme dans toutes les grandes guerres, il y a des morts qui sont assez secondaires et Yarul en fera plus que probablement partie, bien que Loki pourrait le sauver lors de sa réapparition dans le royaume du soleil. Il va aussi y avoir le moment power-up pour les protagonistes. Pareil, c'est assez systématique dans les combats d'aussi grande envergure, donc cette fois-ci ça va évidemment orbiter autour du haki, surtout le haki des rois pour combattre les chevaliers divins, vu qu'il faudra sûrement pas bêtement enduire le haki et taper. Ça va demander une utilisation un petit peu spéciale et Gaban va les aider. Sanji sera bien évidemment celui au centre du truc puisqu'il part plus loin que les autres, il doit carrément réussir à réveiller cette forme du haki, chose qui peut quand même commencer dès aujourd'hui. Un peu moins sûr, mais Oda peut décider de faire perdre Luffy ou du moins d'annuler sa forme Nika par un manque d'énergie ou quelque chose comme ça. En fait comme sur Egghead, au moment où il a dû manger du Hakarl pour récupérer de la force. Et bien sûr, j'ai failli oublier, mais il va falloir la scène du traître. Ce traître serait Gunko et pour le coup, je vous explique tout dans la suite.
Alors je passe du coq à l'âne, mais je vous cite tous les trucs auxquels je pense. Normalement il y aura aussi le personnage qui vient du ciel, voilà. Alors je sais pas si ça sera Loki du coup, ou quelqu'un du royaume céleste d'Elbaf, mais dans toutes les batailles, Oda fait tomber quelqu'un du ciel pour combattre avec les protagonistes. Et puis je crois que globalement on est bon, hein. Voilà, c'était décousu, mais vous pourrez être sûr que parmi ces quelques scénarios, Oda va encore en réutiliser certains sur Elbaf, tout simplement parce qu'il fait ça depuis des années et c'est ok. Ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, qui suis-je pour juger, hein les gars. Alors vous aurez bien compris que ce chapitre, c'est ni le meilleur d'Elbaf, ni le meilleur de 2026, c'est encore moins le meilleur du mois. Il permet de recontextualiser un peu tout ce qu'il se passe, mais aussi et surtout de commencer à teaser les éléments déclencheurs de la grande guerre qui se prépare. Donc même si le chapitre n'est pas forcément giga intéressant, en analysant bien les détails, il devient tout à coup bien plus important. Brook fait partie de ceux qui ont donné une autre dimension, car bien qu'il n'apparaît pas dans ce chapitre, il semble avoir réalisé quelque chose d'après Jinbe et est parti de son côté. Alors merci Brook parce que tu nous permets de faire un bon gros instant théorie dans cette review comme on les aime. Tout a plus ou moins commencé au chapitre 1146, Gunko s'en prend au groupe de Nami avec Jinbe, Usopp et Brook qui protègent le jeune Koron. En parlant, Brook semble capter quelque chose chez Gunko, sans pour autant dire quoi que ce soit. Plus loin dans ce chapitre, il révèle connaître les chevaliers divins, après avoir écouté Gunko parler, et suggère qu'elle fait partie de ce groupe. Ce qui est déjà assez exceptionnel puisque, rappelons-le, les chevaliers divins ne sont généralement connus que d'un très petit groupe de personnes, souvent aussi puissants qu'eux, signifiant que Brook a dû leur faire face par le passé et surtout en ressortir vivant. Le chapitre d'après, les Mugiwara se font attraper et Brook commence cette fois-ci à exprimer des doutes sur Gunko en disant « cette fille, non c'est pas possible ». Donc, il la connaît, mais elle le connaît aussi car juste après cela, elle le prend à part et l'ordonne de devenir son esclave, qui composera des musiques exclusivement pour elle. Car oui, il faut savoir que Gunko a comme passion la musique, et son titre préféré est New World, comme elle le révèle au chapitre 1144. New World qui, je vous le rappelle, est le nouveau titre de Brook post-ellipse, révélé lors de leur retrouvaille sur Sabaody. Alors ça commence à devenir évident qu'un truc se trame, le problème c'est qu'elle ne connaît pas Brook, ou en tout cas pas comme lui semble la connaître, et elle semble quand même se battre avec un mal intérieur, car lorsqu'elle frappe Brook pour son refus catégorique, Gunko se serre la poitrine comme si ça lui faisait mal au cœur, comme si son inconscient lui rappelait qu'il était déjà quelqu'un pour elle. C'est littéralement 2 chapitres plus tard que tout prend sens lorsque Koron crie pour son père venant d'être défait par Gunko. Le mot « papa » résonne chez elle et lui déclenche des souvenirs apparemment très anciens et enfouit la mettant en scène, elle, à l'âge adulte, mais aussi enfant aux côtés de Brook. C'est à ce moment-là qu'elle semble vraiment reprendre ses esprits, ou du moins qu'elle semble reprendre l'humanité dont elle disposait autrefois avant de devenir un chevalier divin. Malheureusement, ça n'aura été que de courte durée, car au moment où elle se dirigea justement vers Brook, Imu prendra possession de son corps, et on connaît la suite. Voilà, donc en gros, si on doit résumer, Brook connaît Gunko depuis l'époque où il était chef d'une troupe de garde sur West Blue. C'est un extrait de cette période-là précise que nous avons vu dans les souvenirs de Gunko, et ça explique aussi pourquoi elle aime tant la musique de Brook, car il chantait et composait peut-être pour elle lorsqu'elle était enfant. Maintenant, est-ce que Gunko est la fille de Brook? C'est totalement une possibilité que j'adore et qu'il ne faut absolument pas réduire. Est-ce que Brook, dont le rêve était de devenir pirate, aurait abandonné sa fille tout comme l'a fait Yasopp avec Usopp? Ou plutôt, Gunko était-elle une personnalité importante du royaume de West Blue dans lequel vivait Brook et s'est liée d'amitié avec lui car tous deux aimaient la musique. L'un ou l'autre importe presque peu finalement, leur lien doit être très profond et One Piece a prouvé à des dizaines de reprises que le sang ne fait pas la famille. Par contre, et comme je le disais, ce lien a l'air d'être renforcé par la musique et c'est ça qui m'intéresse car je suis persuadé que ce sera un élément déclencheur de la perte du contrôle d'Imu. Et c'est aussi la raison pour laquelle Brook aurait disparu et je vous explique tout ça. Brook serait simplement allé chercher un instrument de musique, soit son violon, soit la guitare qu'il utilisait au chapitre 1136 et je vote pour cette option-là. Alors pourquoi me direz-vous à quoi cela va servir? C'est surtout et probablement à réveiller Gunko et perturber Imu. Déjà, et comme je vous l'expliquais, Gunko, avant d'être possédé par Imu, avait réussi à retrouver sa conscience et se souvenait de Brook. Donc, qui sait ce qu'elle aurait fait sans l'intervention d'Imu? Moi, je pense qu'elle aurait pu libérer les Mugiwara, vraiment. Vu que pour l'instant, les cordes avec lesquelles ils sont attachés sont impossibles à couper, comme le disait Robin au chapitre 1148, seul Gunko, celle à l'origine de ces liens, pourrait les annuler et libérer le groupe de Nami. Donc, le plan de Brook est en théorie le contre ultime à Imu. Un jouet de la musique pourrait provoquer la conscience de Gunko à combattre la possession d'Imu d'une manière similaire à celle de Cavendish
et Akuba. En réussissant à l'éveiller ne serait-ce que quelques secondes, Gunko pourrait défaire les liens des Mugiwara en annulant son pouvoir. Mais ce n'est pas le seul élément à prendre en compte, car avec son Yomi Yomi no Mi, Brook a aussi cette particularité de contrôler ou du moins de faire vibrer, résonner les âmes de ses adversaires. Il nous l'aura parfaitement démontré face à Big Mom, la reine des âmes, et dont les sbires n'avaient aucun avantage sur le musicien des Mugi. Sachant que le lien entre Imu et les chevaliers divins à travers la marque de l'abysse semble se faire par l'âme, expliquant pourquoi elle ressentait le haki de Joy Boy alors qu'il n'était ciblé que sur le Gorosei sur Egghead, ou pourquoi elle était affaiblie lorsque Loki a tué Harald sur Elbaf. Vous comprenez alors que la combinaison de la musique résonnant dans le cœur de Gunko et le contrôle des âmes pouvant interagir avec la possession d'Imu fait de Brook un élément clé dans cette guerre, se préparant sur Elbaf pour perturber le cœur même de l'armée du gouvernement, Imu en fait, tout simplement. Brook ne parviendra pas à la vaincre, ni même à annuler sa possession, mais la création d'un doute chez Gunko, l'ouverture d'une petite fenêtre sur son passé d'humaine et son lien avec lui, permettra sans doute de déstabiliser celle que personne ne peut vaincre aujourd'hui. Mais également, ce sera possiblement les prémices d'un flashback d'il y a plusieurs dizaines d'années, lorsque Brook était encore vivant, et avant même qu'il ne devienne pirate chez les Runbar. Le problème étant qu'il est trop tôt pour partir dans un autre flashback, surtout s'il est aussi important que celui d'un Mugiwara. On vient de s'enchaîner 6 mois avec Harald et Chebek, c'est pas pour repartir encore 2 ou 3 mois avec Brook et Gunko, bien que j'ai très hâte de connaître l'envers du décor et de leur passé. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est finalement, que va-t-il se passer si Gunko défaillit ? Imu semble à la fois cruelle avec ses sbires comme étonnamment compatissante. Bien qu'elle ait tué Saturne pour son échec sur Egghead, toutes les autres défaites du gouvernement mondial, qu'elles soient du CP0 ou des autres membres du Gorosei ne parvenant par exemple pas à tuer Sabo sur Marie-Joise, ça ne signe pas fatalement la mort de ces derniers. Par contre, qui sait ce qui arrivera à Gunko si son humanité ressurgit ? Et si tout comme Saturne, Imu décide de se débarrasser d'elle, lui retirant son immortalité et l'efface de l'histoire elle aussi. Je vous rappelle qu'Imu peut contrôler tous ses chevaliers divins. Se débarrasser de Gunko n'est qu'une formalité et elle pourra prendre le contrôle de Summers ou de Killingham à la place sans aucun problème. C'est précisément la raison pour laquelle je me mets à craindre pour la vie d'un chevalier divin qui, bien qu'il soit du mauvais côté de l'histoire, semble aussi malheureusement contrôlé depuis des dizaines et des dizaines d'années. Voilà donc pour l'histoire de Brook et Gunko, la théorie à leur sujet et comment leur lien va servir à la narration d'Elbaf. Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse beaucoup de connaître vos autres théories sur le sujet aussi, parce que pour le coup, je kiffe vraiment beaucoup celle que je viens de vous présenter. On en vient à la partie finale de ce chapitre, le plan de Zoro. Donc après être remonté avec tout le monde et en découvrant le chaos qui règne sur le royaume du soleil, les géants déjà désespérés doivent subir l'idée ingénieuse de Zoro. Les pauvres. Ouais, bon, derrière cette ironie se cache quand même une vérité, hein. Zoro a beau être un personnage relativement intelligent et calme, il n'est pas le plus fin stratège de l'équipage. Donc, quand tu le vois être aussi content d'avoir un plan tout en dégainant son sabre, tu te doutes bien que ça ne sera pas dans la dentelle. Du coup, j'ai essayé bien sûr de m'imaginer quel pourrait être ce plan. Voici mes quelques propositions. Le truc assez basique, bloquer les géants en coupant une partie de l'arbre d'Adam. C'est vraiment barbare, mais ça pourrait ressembler à cette scène de Skypiea où Zoro a dû aider à découper le Giant Jack pour permettre à Luffy et Nami d'atteindre l'Arche Maxime. Pas trop convaincu de l'utilité du truc, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est une possibilité, encore plus après que Zoro se préparait justement à dégainer sa lame. Ensuite, je me suis dit que ça pouvait avoir un lien avec Little Garden. Oui, vous avez bien entendu, pour faire un écho avec la première île où les Mugiwara ont rencontré les géants Dory et Brogy. J'ai pensé à 2 scénarios. Le premier, c'est que comme l'a fait Mr. Tree, Zoro est comme plan d'immobiliser les géants, genre comme dans la cire et tout. Enfin bref, voilà, vraiment pour refaire la même scène. Le problème, c'est que déjà, il n'y a pas de cire, mais en plus de ça, même la cire ne suffirait pas tant ils sont puissants. Faudrait trouver un truc pour les capturer, mais en vrai, même là, je trouve ça un peu naze, je vous le cache pas. Le plan de Zoro, c'est capturer les géants. Sérieusement, le cliffhanger soporifique à souhait. Non, pour le coup, le deuxième scénario, et c'est un peu le dernier d'ailleurs, est à mon sens parfait. Je vous jure, il y a une certaine forme d'originalité et il est totalement raccord avec la situation. Écoutez-moi bien, Zoro va provoquer l'ego des géants. Oui, exactement. En gros, il va provoquer un Little Garden 2.0. Rappelez-vous que de base, l'ego des géants est tellement disproportionné que Dory et Brogy ont tout quitté, abandonné la piraterie et pour se casser la gueule pendant un siècle non-stop sur une île préhistorique à cause d'un basique qui a la plus grosse. Ça, c'est de l'ego. Et cet ego, il est revenu au galop quand Imu a dominé River Six ces mêmes géants. Leur nature brutale, sanguinaire et surtout très fière, voire même un peu trop. Donc, Zoro pourrait vouloir jouer sur ce terrain-là et défier les géants entre eux. Celui qui bat tous les autres sera le seul digne à affronter Yarul ou une connerie du genre. Bref, quelque chose pour les déstabiliser, pour mettre en concurrence leur ego et leur fierté et surtout les désordonner.
sans même qu'Imu puisse faire quoi que ce soit. Cette guerre d'ego va véritablement annuler leurs menaces car de toute façon ils n'ont pas le choix. Oda a une fois de plus créé trop d'antagonistes puissants, aucun géant à part Loki ne peut vaincre un géant démoniaque d'Imu, donc on sait déjà que ces derniers sont destinés à tous être vaincus ou contrôlés, voire exorcisés en un seul coup, exactement comme les cauchemars de Killingham d'ailleurs. Encore une fois, je prends l'exemple du haki de Joy Boy sur Egghead, mais c'est précisément ça. Quand on avait les 5 doyens devant nous, fallait pas se demander comment ils allaient réussir à s'échapper d'eux ou à les vaincre. Fallait se demander quel événement les fera tous disparaître d'un seul coup. C'est précisément le cas pour Imu et tout le bordel sur Elbaf. La malédiction des géants devrait être levée d'un seul coup, car évidemment, personne ne tuera un seul des géants possédés, pas même Loki. Donc je trouve que pour leur faire passer le temps à éviter qu'ils roulent sur tout le monde, ce concours d'ego que Zoro va proposer pourrait être parfaitement adapté. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Et en fait, dites-moi simplement ce que vous avez pensé de cette vidéo, car on arrive sur la fin de cette petite review les refs. Évidemment, j'espère qu'elle vous a plu, mais aussi que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. La semaine prochaine, le 1173e chapitre de One Piece risque quand même d'être bien plus haut en couleur, alors préparez-vous bien, une grande bataille se prépare. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Peace les bros.